Je me présente, je suis Marilène Bergeron, je suis gestionnaire de programme en mobilité chez Équiterre et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce deuxième panel de lancement de l'étude d'Équiterre qui s'intitule Comprendre la hausse des camions légers au Canada afin de renverser la tendance. Cette étude a été réalisée en collaboration avec la chaire mobilité de Polytechnique, le centre de recherche Cyrano, qui rassemble les chercheurs et chercheuses de toutes les universités du Québec, et HEC Montréal. Dans le cadre de ce deuxième webinaire, on va aborder de nouveaux volets de notre étude dont les résultats sortiront officiellement dans les prochains jours. Donc, voici l'heure du jour pour ce webinaire. Dans un premier temps, Catherine Morancy et Brigitte Millard de la chaire mobilité de Polytechnique présenteront leurs démarches pour évaluer les impacts liés à la hausse des véhicules énergivores. Ensuite, Charlotte Dubuc, collaboratrice au Centre de recherche Cyrano et étudiante à la maîtrise en gestion de HEC Montréal, explorera les résultats des entrevues individuelles et des groupes de discussion sur les motivations d'achat des VUS. Et finalement, Andréane Brazeau, notre analyste en mobilité chez Équiterre, va conclure en présentant les pistes de solutions pour renverser cette tendance en matière de politique publique. À la toute fin, on a prévu du temps pour la période de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A ou QR en bas de votre écran. Et on n'utilisera pas le chat pour les questions, c'est plus pour si vous avez des commentaires ou des réactions. Tout d'abord, je vais aussi vous rappeler rapidement ce qu'ITER fait en matière de mobilité. Donc, on agit sur deux fronts en matière de transport des personnes, soit la réduction du parc automobile et l'amélioration du parc automobile. Donc, en sous trois axes principaux, la mobilisation, la sensibilisation et l'influence, Équiterre intervient. Donc, en mobilisation, on va collaborer avec différents groupes pour promouvoir les transports collectifs ou encore aussi sur la question des automobiles, on va aussi faire des collaborations avec les parties prenantes du secteur de l'automobile et de l'électrification. En matière de sensibilisation, on fait la promotion des alternatives à l'auto solo par le cocktail transport, également des campagnes de sensibilisation qui touchent les véhicules électriques individuels ou collectifs. Et finalement, en termes d'influence, différents plaidoyers en faveur des transports collectifs et actifs au niveau fédéral et provincial, qui se concerne notamment la politique de la mobilité durable ou encore les normes d'émission des véhicules. Voilà, ça fait un petit tour d'horizon. Sinon, je vais passer la parole à ma collègue Andréane Desquiter qui coordonne cette étude. Oui, bonjour, merci Marilène. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette deuxième partie de notre étude. Donc, encore une fois, on le rappelle, c'est une étude pan-canadienne sur la hausse des camions légers. Donc, dépendamment là, de comment on l'analyse, ça inclut les VUS, les camionnettes, là, les fameux pick-up ou encore les multisegments selon certaines définitions. En quelques mots, l'étude d'Équiterre est réalisée en collaboration avec le Centre de recherche Cyrano, HEC Montréal et la chaire mobilité. Puis justement, là, je suis très contente de pouvoir compter sur la présence de Catherine Morancy, Brigitte Millard et Charlotte avec nous aujourd'hui. Donc, comme pour le dernier webinaire, on a encore une fois un panel de femmes pour parler de gros chars. Je pense que ça vaut toujours la peine de le souligner. Puis comme vous le voyez à l'écran, notre étude sur les camions légers est vraiment multidimensionnelle. Aujourd'hui, on va s'attarder aux éléments qui sont en rouge. Tous les rapports vont paraître dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc restez à l'affût. Et puis, ben, je tiens aussi à souligner que la recherche est financée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Donc, d'ailleurs, si vous avez manqué le premier webinaire, là, on y a présenté l'évolution de l'offre et de la demande des véhicules légers, en général. Donc, il y avait aussi le rôle et le contenu des publicités de camions légers, les résultats de notre sondage pan-canadien sur les motivations d'achat de véhicules de la population canadienne et on vous met le lien dans le chat là, pour le revoir si jamais ces volets-là de notre étude vous intéressent. Puis en rappel, notre étude part d'un constat, nos véhicules sont de plus en plus gros et de plus en plus lourds. La popularité des camions légers est indéniable. Ils sont définitivement en train de prendre le dessus dans le parc automobile canadien. En 30 ans, leur nombre a augmenté de 280 dans le parc automobile canadien et ils représentaient 4 véhicules neufs vendus sur 5 au Canada en 2020. Donc, sur ce, je repasse la parole à Marilène. Parfait. Merci, Andréane.
Passons maintenant au premier volet de ce webinaire. On va commencer avec une question interactive sur les impacts environnementaux des véhicules énergivores. De combien pourrait-on réduire les émissions de GS si le parc de véhicules en circulation était composé des 10 modèles les plus éco-énergétiques vendus sur le marché? Est-ce que c'est 20 40 60 ou 80 Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et donc, la majorité a répondu 60 En fait, c'est la bonne réponse. Ça nous montre vraiment que c'est considérable l'impact dans le contexte surtout où les émissions du secteur des transports sont encore en augmentation. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine Morancy et Brigitte Millard de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal qui vont présenter leur démarche pour évaluer les différents impacts de la multiplication des camions légers ainsi que des résultats partiels. La parole est à vous, mesdames. Merci beaucoup. Parfait, merci. Je vais voir, j'ai 2 événements en même temps, alors je fais du multitasking ce matin. Brigitte va partager, je vais commencer, je vais parler vite comme d'habitude et ensuite je vais laisser la parole à Brigitte. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est entendu. Donc, en fait, on voulait revenir sur certains faits saillants, nous aussi, et surtout 2 points extrêmement troublants. Donc, vous voyez ici, c'est des graphiques qui montrent de 2000 à 2019 l'évolution de certains paramètres de la flotte avec des chiffres. Donc, grosso modo, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des véhicules possédés, il y a quand même une légère augmentation de la longueur. Mais ce qui est préoccupant, ce sont les 2 petits points, le petit point bleu et le petit point jaune, parce que ça montre les propriétés des véhicules de 2019, donc qui appartiennent à la flotte 2019, mais qui ont eu plus 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'effet, une différence de temps entre ce qui est vendu aujourd'hui et les effets globaux sur la transformation de la flotte. Donc, si on projette justement ces nouvelles propriétés à travers le temps, on risque d'avoir des impacts vraiment importants sur la composition de la flotte en termes de propriétés de cette nature-là. Donc, ici, on a à la fois l'effet sur la longueur moyenne et l'effet sur l'empreinte au sol. On passe à la prochaine diapo, parce qu'on a quand même beaucoup de choses là. Donc, en fait, les types d'impacts qu'on essaie d'explorer, c'est relativement compliqué, comme vous allez le voir. Vous allez le voir. On a ce volet, ce que j'appelle depuis quand même un certain temps, l'obésité routière, donc les effets de la transformation de la flotte sur la capacité de nos réseaux, notamment d'un point de vue espace de stationnement sur rue, occupation de l'espace, l'empreinte de cette flotte de véhicules sur nos territoires et la congestion. Ensuite, on va parler des impacts sur la consommation de carburant, notamment les gaz à effet de serre qui sont émis par la flotte de véhicules, la sécurité routière et la santé financière des ménages. Prochaine diapo. Donc, juste une petite entrée en matière aussi. On s'intéresse beaucoup à l'espace qu'on dédie dans nos villes à la voiture. Et là, vous avez deux représentations. Merci, Gabriel, qui fait sa thèse sur cette belle question du partage équitable de l'espace. Donc, vous voyez à gauche le pourcentage de la superficie de voirie qui est dédiée à l'automobile. Donc, on voit quand même qu'on a beaucoup d'espace qui est dédié au pavage ou à cette voirie, mais qu'il y a aussi un gros pourcentage de cette voirie qui est dédiée à l'automobile. Donc, à gauche, les véhicules en mouvement, à droite, le stationnement sur rue. Donc, ça occupe beaucoup de place. On doit dédier beaucoup d'espace pour gérer ces véhicules. Prochaine diapo. Sur la question du stationnement, en fait, on va le voir après. Ici, c'est vraiment un peu ce qui risque d'amplifier, en fait, les problèmes qu'on observe aujourd'hui. On regarde ce qui est le plus vendu au Québec. C'est sûr qu'on vit une transformation. Comme on a une combinaison de véhicules neufs et véhicules usagés dans la flotte, l'effet n'est pas encore très systémique, mais il va le devenir. Si ça continue comme ça, vous voyez les propriétés moyennes en termes de consommation énergétique et de longueur. Ce que j'essaie d'expliquer rapidement, c'est qu'effectivement, selon le type de véhicule, ce n'est pas le même impact sur les réseaux. Si vous avez des très, très gros véhicules, bien, grosso modo, vous en rentrez moins sur un bord de rue, donc on peut en stationner moins. C'est le même effet sur les réseaux en termes de capacité de transport de nos réseaux. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi de quantifier. Prochaine diapo. Le premier facteur de cette obésité, là, on va l'illustrer à partir d'un arrondissement pour lequel on a fait des estimations de capacité de stationnement sur les bords de rue. Là, il y a plusieurs sources de données qu'on doit combiner pour être capable d'estimer combien de véhicules on peut stationner véritablement sur un bord de rue. Donc, vous voyez, on met plein de choses en commun. On regarde les permis de stationnement, on regarde les ruelles, on regarde les rayons à chacune des intersections. Merci à Jean-Simon Bourdeau pour ses travaux. Et là, on regarde
qu'est-ce qui se passe si l'espace qui est occupé par un véhicule augmente? Avec des hypothèses c'est pas tout à fait la longueur des véhicules, c'est vraiment l'espace qui est requis pour stationner un véhicule. Et là, on l'a fait pour cet arrondissement. Si on passe à la prochaine diapo, vous allez voir l'effet de la transformation de la flotte. Donc là, on a estimé la capacité pour cet arrondissement. Bon, évidemment, c'est encore plus compliqué parce que vous avez déjà vu des panneaux de circulation. On sait que les règles pas de circulation, mais de stationnement vont changer selon l'heure, selon la journée. Des fois, il y a des plages où vous n'avez pas le droit de vous stationner. Des fois, c'est réservé aux résidents. Donc, on tient compte de tout ça. Et là, on prend des hypothèses changeantes de distance entre deux véhicules en mètres. Et là, on voit, grosso modo, que si on augmente finalement de 0,5 mètres la distance qui sépare deux véhicules, on perd 9 de capacité de stationnement. Si on l'augmente encore plus, donc si on passe de 5,5 mètres à 6 mètres, on réduit d'autant plus de 7 et ainsi de suite. Donc, on voit qu'au niveau de la capacité offerte par nos bords de rue, dans ce cas-ci, il y a vraiment un effet important de la transformation de cette flotte. Là, on parle surtout de la longueur qui est occupée par un véhicule. Prochaine diapo. La deuxième chose, c'est l'encombrement. Un autre facteur d'obésité. L'encombrement, c'est l'empreinte. Combien ça occupe d'espace un véhicule sur notre voirie ou sur notre territoire. Donc, c'est le produit entre sa longueur et sa largeur. On observe quand même que la largeur des véhicules a quand même augmenté beaucoup à travers le temps, puis il y en a de plus en plus. Donc, ils occupent globalement plus d'espace. Bon, là, on cherchait une façon imagée d'illustrer cet espace qui est utilisé par les véhicules qui sont de façon générale stationnés. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'encombrement de l'espace. Donc, c'est passé en moyenne de 8,1 à 8,3 mètres carrés d'occupation par véhicule. Et comme on en a de plus en plus, bien évidemment, on a une augmentation de l'espace qui est occupé de 45 pour ces véhicules qui sont stationnés. On passe à la prochaine diapo. Et là, c'est la question de congestion. Ça, ce sont des modèles qui peuvent devenir extrêmement compliqués de modéliser la congestion. Donc, ici, je vais illustrer avec un cas théorique, mais il y a quand même des concepts de base pour comprendre les résultats qui sont présentés. La première chose, c'est la notion de véhicule standard. Le véhicule standard, c'est ce qu'on va appeler l'UVP, tel que souligné en jaune. C'est ce véhicule qui nous permet d'exprimer combien on peut en transporter de ces véhicules standards sur notre réseau. Ce qui nous permet d'exprimer une capacité de transport de nos réseaux. Puis la capacité, ça va être le nombre maximum de véhicules qui peut s'écouler sur un segment pendant 1 heure. Ça s'exprime en UVP par heure. Donc, véhicule standard par heure. Comme dans nos réseaux, sur nos réseaux, en fait, on a une combinaison de véhicules différents. On a des camions, on a des autobus. Et là, on a des VUS, des petits véhicules, des gros véhicules. On a un peu de tout ça. Mais ça veut dire que le véhicule standard, on n'en a pas nécessairement tant que ça. Donc, on voit qu'on doit convertir tous ces véhicules en véhicules standards. Et je donne juste un exemple. Un bus, par exemple, on pourrait trouver que ça correspond à peu près à 2 véhicules standards. Donc, son impact sur le réseau va être d'occuper l'espace, ou en fait, de prendre la capacité dédiée à 2 véhicules standards. Ces facteurs de conversion ne sont pas que liés à la longueur. C'est lié à la masse, parce que ça va déterminer aussi la distance de freinage. Il y a un impact de visibilité. Donc, une flotte mixte va avoir des impacts au niveau de l'utilisation de cette capacité. Si on passe à la prochaine diapo, j'illustre avec un cas. Donc, ici, on va prendre un facteur de conversion. Donc, on prend des compositions théoriques de flotte. Et là, on fait des hypothèses sur le nombre d'UVP que cette flotte consomme en termes de capacité. Puis là, on prend un modèle relativement simple qu'on enseigne dans les cours pour un cas type, donc un segment, je ne sais pas, de 5 km, qui a une vitesse affichée de 100 km/h avec 2 voies. Et là, on regarde quel est l'effet. Évidemment, ce qui est important de comprendre, c'est que les gros véhicules ont plus ou moins d'effet, je parle vraiment d'un point de vue de temps de déplacement, quand ils sont seuls. Le problème, c'est quand on est en congestion. Quand on est en congestion et que les réseaux sont très sollicités, bien là, effectivement, on a un effet au niveau de l'utilisation de la capacité. Et là, ce qu'on voit sur ce réseau, c'est que pour une demande quelconque, donc il y a 6 000 véhicules qui veulent utiliser ce tronçon de 5 km, bien, selon la composition de la flotte, ça va prendre un temps de transport différent. Donc, ça veut dire que le phénomène de congestion va arriver plus vite. Ça va prendre plus de temps si tout le monde conduit des gros véhicules que si tout le monde conduisait des Smart. Et les distances de temps sont les différences sont relativement importantes. Donc, on peut passer, si on est à 100, c'est des cas théoriques. Donc, 100 de Smart, on va être à quelques 3,3 minutes. Mais si tout le monde est en F-150, là, ça va prendre presque 8 minutes pour parcourir la même distance. Donc, ça, c'est important de voir que la transformation de la flotte peut avoir un effet sur la capacité en nombre de véhicules transportés. Il peut avoir un effet, évidemment, sur
la vitesse avec laquelle on va frapper la capacité de nos infrastructures. Prochaine diapo, c'est un autre exemple. Donc, dans la littérature, il y a des gens qui ont essayé de trouver ces facteurs de conversion. C'est quelque chose qui est quand même de base pour faire les analyses de congestion. Et là, on a vu ces auteurs qui ont dit, bien, un VUS, ce n'est pas un véhicule standard. Et les facteurs qu'ils nous proposent sont relativement importants. Donc, on va dire un VUS, le facteur. Donc, un VUS correspond à 1,26 véhicules standards. Donc, consomme plus de la capacité des infrastructures. Et là, on a refait le calcul avec ce même modèle pour voir quel était l'effet. Et l'effet change aussi selon que les conditions soient ensoleillées, sous la pluie. On peut imaginer qu'au Québec, la neige a aussi un effet. Donc, on voit que les temps de déplacement pourraient encore être plus amplifiés pour une même demande. Donc, un même réseau, capacité constante, un même nombre de véhicules transportés. Donc, typiquement, un même nombre de passagers, parce que les taux d'occupation ne sont pas si variables que ça. Et là, vous allez avoir des temps de déplacement qui sont beaucoup plus grands. Ça, c'est préoccupant quand on voit justement je dirais, la longueur et la composition de la flotte qui est actuellement achetée. Prochaine diapo. Donc, les constats. Là, on essaie de sortir ça parce que ça peut devenir compliqué d'expliquer ça. La transformation de la flotte a effectivement un impact au niveau de la capacité de notre réseau. Donc, on va atteindre le seuil de capacité plus rapidement si on a plus de VUS, si on a des véhicules qui sont plus longs, plus lourds. Et les retards vont donc être vécus à un niveau de demande moindre. Ça veut dire que la congestion observée peut être plus importante en raison de la transformation de la flotte. Il y a une partie qui s'explique par ça. Et là, si on regarde les seuils de congestion du ministère, à partir de quand on constate qu'on est dans une condition de congestion, généralement, on va prendre 70 de la vitesse affichée. Bien, ce n'est pas les mêmes nombres de personnes qui vont pouvoir circuler, si on constate qu'il y a 1,2 personnes par auto, qui vont pouvoir circuler hors de la congestion. La congestion va être vécue plus tôt pour un nombre de véhicules moindre. Là, on vous a mis les chiffres pour illustrer. Donc, si tout le monde est en Honda Civic, c'est peut-être 5200 personnes. Véhicules, pas personnes, véhicules avant qu'on attrape le seuil de congestion. Si ce sont des SUV en conditions ensoleillées autour de 4200. Évidemment, ces chiffres-là, c'est ce qu'on prend dans la littérature. Il faudrait les mesurer pour le Québec, pour Montréal, pour les autres régions. Mais ça donne quand même une très bonne idée de l'effet systémique que peut avoir la transformation de la flotte. Prochaine diapo. Là, on est sur la question des opportunités manquées. Je dirais les risques. Bien, on l'a montré un peu au début, si on regarde ce qui est disponible. Donc, le parc de véhicules 2019, la longueur moyenne, 462 cm. En 2000, la longueur, 460 cm. Ça, c'est quand on regarde à une année donnée, quelle est la composition de la flotte. Si on regarde les véhicules les plus récents vendus, 464,5. Donc, on voit poindre une augmentation de la longueur. Quand on regarde les 10 véhicules les plus petits, 416, les 10 véhicules les plus gros, 589 cm. Il y a un effet de taille, il va y avoir un effet masse. Et ça, il faut surveiller. Qu'est-ce qui va se passer à long terme sur la transformation, puis les types de véhicules qui sont offerts et les comportements d'achat. Prochaine diapo. J'ai l'impression que je parle de plus en plus vite. En tout cas, sur l'impact sur les gaz à effet de serre, bien là, évidemment, on a fait une estimation pour Montréal. Sur la question des véhicules kilomètres, on prend l'enquête origine-destination de 2018, on estime le kilométrage parcouru par les véhicules, donc en prenant uniquement ceux qui se déplacent en autoconducteur, et là, on calcule combien de kilomètres ils font par jour. Vous avez à gauche l'espèce de gradient spatial qui n'est pas étonnant sur le kilométrage parcouru par jour, par conducteur. Donc, on voit effectivement en périphérie, ça peut aller jusqu'à 45 km par jour. Au centre, on est plus autour de 5-10. Donc, on sait qu'il y a un effet spatial et on sait aussi que quand il y a délocalisation résidentielle, ça va se traduire généralement par un nombre de kilomètres parcourus plus grand. À droite, bien, vous avez le taux de consommation moyen des véhicules qui sont possédés par les résidents de ces territoires-là. Donc, évidemment, le scénario qui génère les pires effets est celui qu'on voit, c'est typiquement ceux qui ont des kilométrages parcourus moindres vont avoir des taux de consommation énergétique moindres. Et là, ce qu'on va faire pour calculer l'effet de cette flotte et de la transformation, c'est qu'on va regarder le produit de ces deux choses, donc les kilomètres parcourus par jour et le taux de consommation énergétique des véhicules possédés. Donc, un bilan. Évidemment, l'enquête origine-destination ne permet que de mesurer le nombre de déplacements faits quotidiennement lors d'un jour moyen de semaine d'automne. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On n'a pas le portrait annuel. Donc, on estime à environ 74,7 millions de kilomètres qui sont parcourus quotidiennement
dans la grande région de Montréal par un automobile conducteur qui réside sur le territoire. Ça exclut les déplacements de fin de semaine, les déplacements vers le chalet, les déplacements de longue distance, ça exclut tout ça. On prend une hypothèse pour annualiser avec 250 jours ouvrés par année. Et là, on regarde combien de litres ça consomme quand on fait le produit entre ces kilomètres parcourus et les taux de consommation moyens des véhicules qui sont possédés par les résidents par quartier. Puis là, on estime des tonnes de gaz à effet de serre par année. Ça, c'est un chiffre de référence. Il n'est pas parfait. Ça nous donne juste une référence pour le comparer à des scénarios. Donc là, on a fait 2 scénarios. Qu'arriverait-il si les résidents possédaient les véhicules les plus éco-énergétiques qu'on trouve dans leur quartier de résidence? Et là, on pourrait économiser avec les mêmes kilomètres parcourus 37 de gaz à effet de serre. Et là, j'exclus là-dedans l'impact que ça pourrait aussi avoir sur les réseaux et les temps de déplacement, parce qu'on sait très bien que généralement, les véhicules les plus éco-énergétiques sont plus petits, sont sans doute moins des SUV, donc ceci est négligé. Et si on prend les 10 véhicules les plus éco-énergétiques vendus, bien là, vous avez un effet de réduction de 60 Ça veut dire même kilomètre parcouru, même patron type, mais évidemment, un taux de consommation qui est moindre pour chaque kilomètre parcouru. Donc, je pense que ce sont des choses qui ne doivent pas être négligées. On fait des gains parce que les technologies s'améliorent, nos véhicules sont plus éco-énergétiques qu'ils ne l'étaient avant, mais les gains qu'on a faits sont moindres que ceux qu'on aurait pu faire si les comportements d'achat n'avaient pas changé. Donc, si on avait continué à avoir des véhicules de même type ou si on avait plutôt migré vers des véhicules qui sont plus éco-énergétiques. Donc, ça, c'est important parce qu'on a perdu, moi, c'est des occasions ratées d'économiser des gaz à effet de serre en faisant la promotion davantage de l'acquisition de plus petits véhicules. On passe au prochain. Et là, je vais laisser la parole à Brigitte. Merci, Catherine. Donc, en matière de sécurité routière, en fait, on a de plus en plus d'évidence que les véhicules utilitaires seraient relativement plus dangereux que d'autres types de véhicules. Autant pour les autres usagers de la route, en fait, principalement pour eux, mais aussi même pour les occupants même de ces véhicules-là. Quand on pense en premier lieu aux usagers les plus vulnérables, donc on pense aux piétons, on pense aux cyclistes, on pense aux motocyclistes, il y a 2 facteurs de danger. Le premier, c'est la hauteur du pare-choc avant, qui fait en sorte que quand il y a une collision, en fait, le point de contact est plus élevé et ça augmente la probabilité d'avoir des blessures graves ou d'avoir des décès. L'autre aspect qui est dangereux pour les usagers vulnérables, ce sont évidemment les angles morts. Sur ces véhicules-là, on compterait jusqu'à 2 fois plus d'angles morts que pour d'autres types de véhicules. Ces dernières années, on a rajouté des détecteurs de proximité ainsi que des caméras qui ont un peu pallié à ce problème-là. Quand on pense aux occupants même de ces véhicules-là, souvent, on va penser que ces véhicules-là sont plus sécuritaires. On les achète beaucoup pour leur position surélevée. On a l'impression qu'on a une meilleure vue sur la route et donc on se sent plus en confiance. Et des résultats de simulation en fait, de Transport Canada semblent indiquer que justement, cette plus grande confiance-là qu'on a nous amènera à prendre des comportements plus risqués. Donc, les usagers ont tendance à conduire plus vite. Ça, c'est le premier aspect. Et aussi à avoir une moins bonne tenue de route. Donc, premier aspect, on a davantage de comportements à risque. On est à bord de ces véhicules-là. Deuxième aspect, c'est la hauteur globale du véhicule. Et donc, quand on a un dérapage, on est davantage sujet à faire des tonneaux. La probabilité de faire un tonneau est liée avec la masse du véhicule. Donc, plus le véhicule est haut et plus il est léger, plus cette probabilité-là, elle est élevée. Du moins, c'est ce que la littérature dit. À ce sujet-là, il est important de rappeler qu'en fait, les véhicules utilitaires sont composés de 2 gammes de véhicules. On a tout d'abord les VUS qu'on va appeler traditionnels. Ce sont des camions véritablement légers avec une carrosserie sur châssis, des véhicules très, très robustes, très, très lourds. Et d'autre part, on a des véhicules qui sont beaucoup plus populaires ces dernières années qu'on appelle des multisegments. Ce sont des véhicules avec une conception de type monocoque et donc plus légers, plus petits, mais toujours hauts. Donc, il faut faire attention à ces véhicules-là et les effets, en fait, des multisegments vont être plus grands que les voitures, mais plus petits que d'autres types de camions légers. Donc, les résultats dans la littérature varient grandement en fonction des types de véhicules qui sont considérés. Justement, pour l'instant, ce que nous, on fait, c'est qu'on a révisé la littérature qui était existante, mais dans les prochaines semaines, on travaille sur des bases de données pour voir un peu quel est l'état de la situation au Québec en fonction de différents types d'accidents qui pourraient se produire. C'est quoi le niveau de risque? Si on confronte, mettons, 2 types de camions légers, un camion léger et une voiture, si on compare avec des usagers vulnérables, c'est quoi les probabilités d'accidents intrinsèques? Donc, on va essayer de comparer ces différentes choses-là à partir des données dont on dispose.
Mais en ce moment, ce que la littérature nous dit, elle est principalement concentrée sur les usagers vulnérables et en moyenne, on estime que le risque est 1,5 fois plus élevé. Les risques changent dans la littérature en fonction de la période de temps et de la région où est-ce qu'on les évalue, parce que les véhicules évoluent rapidement dans le temps. Donc, les caractéristiques des véhicules évoluent, donc les risques aussi avec eux. Ça, c'est important d'en tenir compte. Quand on parle d'une collision entre deux véhicules, ça va toujours être le différentiel de caractéristiques. Si on confronte un multisegment avec un VUS traditionnel, bien évidemment, le multisegment a beaucoup plus de chances de subir les conséquences de ça. Et on peut se dire, si on acquérait un véhicule pour se protéger des autres, quelle est la limite là-dedans? Parce qu'il va toujours y avoir des véhicules plus gros que nous, et donc, est-ce qu'on est toujours incité à se protéger davantage des autres sur la route? Et donc nuire à la sécurité globale de tout le monde. C'est comme des questions un peu, on peut faire un parallèle avec une espèce de course à l'armement qu'on pourrait avoir si la notion de sécurité devient trop importante à cet aspect-là. Ça ici. Pour la sécurité routière, ça donne un petit topo. Après ça, santé financière des ménages, c'est le dernier aspect qu'on voulait peut-être regarder. Ce qu'on observe, grosso modo, c'est vraiment une croissance en fait des dépenses des ménages en termes réels, c'est-à-dire quand on tient compte de l'évolution générale des prix et des revenus des ménages. Donc, il y a vraiment une augmentation des dépenses qui est principalement attribuable en fait à la valeur des véhicules qu'on achète. Donc, dans le graphique de voie, ce qu'on voit, c'est la partie orangée, surtout, c'est les montants dépensés pour l'achat de camions légers. C'est vraiment ce facteur-là qui est le plus fortement en croissance. Malgré que les dépenses des ménages augmentent, malgré que le prix des véhicules augmente, on observe que la part du transport dans les dépenses des ménages reste constante ou même pour certaines quintiles de revenus diminue. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, globalement, justement, les ménages gagnent un peu plus de revenus, mais surtout, ils s'endettent beaucoup plus. On le sait, les ménages canadiens sont très fortement endettés, parmi les plus endettés sur la planète actuellement. Avec la crise, ça a un peu atténué tout ça, mais les ménages demeurent très fortement endettés. On a davantage accès au crédit. À cause que les taux d'intérêt sont faibles, on prolonge en fait nos paiements sur de plus longues périodes. Ça, c'est un fait. Ce qu'on a fait aussi, on a regardé les véhicules neufs qui sont offerts sur le marché en 2021, puis on les a comparés à 2010 rapidement. Ce sont toujours des résultats préliminaires. Il va y avoir un petit peu plus dans le rapport. Ce qu'on observe, c'est que la littérature nous dit que globalement, entre un camion et une voiture, il y a un différentiel de prix d'environ 10 000 $. Donc, à l'achat, donc on parle du prix suggéré par le constructeur à l'achat. Quand on regarde les modèles de 2021, on remarque qu'en fait, le différentiel maintenant est plus autour de 8 000 $. Donc, l'écart entre les voitures et les camions légers se réduit tranquillement, ou du moins, c'est ce qu'on semble observer. Quand on dit l'écart, en fait, on va comparer, par exemple, deux Honda, donc un VUS de la marque Honda avec une voiture de la marque Honda ou un Toyota avec un Toyota, parce que les constructeurs ont leur propre structure de prix. Fait qu'on essaie de faire des comparaisons qui sont relativement cohérentes. Entre les constructeurs, justement, la différence minimale entre un VUS et une voiture ou une berline, maintenant, est rendue d'à peu près 3 000 $ et au maximum 14 000 $. Les plus grands différentiels de prix sont observés chez les marques les plus populaires. Donc, on peut parler de Toyota, on peut parler de Honda. Plus un produit est en demande, plus son prix est élevé. Donc, ça fait comme du sens du point de vue de la théorie économique. La moyenne est quand même autour de 8 000 $ au niveau du prix d'achat. Ce que ça implique quand on met ça sur un terme de paiement de 60 mois, c'est que le différentiel est environ 130 $. Et si on le met sur un terme de 108 mois, donc jusqu'à 9 ans, maintenant c'est possible sur le marché, la différence entre acheter une voiture et acheter un VUS est rendue à 75 $. Si on met ça par jour, c'est l'équivalent d'un café. On peut comprendre que l'argument de vente, en fait, pour vendre des VUS est très, très élevé. Et la raison pour laquelle on peut étaler des paiements sur une aussi longue période de temps, c'est que les taux d'intérêt sont faibles et aussi que le marché le permet. Quand on regarde le coût des assurances, ils ne sont pas vraiment plus élevés. Peut-être qu'ils le devraient. Donc, peut-être que notre étude va contribuer à mettre en lumière certains effets. Et aussi, au niveau du coût des carburants, en fait, ces véhicules-là, surtout les multisegments, ont de moins en moins de différence avec les voitures. Donc, on a aussi l'argument financier de plus en plus difficile à prouver. Donc, c'est ça. Les incitatifs pour économiser, pour leur dire non, mais tournez-vous vers les voitures, deviennent de plus en plus petits et c'est principalement attribuable au fait qu'on permet en fait aux ménages de contracter des dettes sur de très, très longues périodes. Si on fait un constat global de tout ce qu'on a dit, donc tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que l'effet de la transformation de la flotte, elle est réelle sur la congestion, sur l'encombrement urbain, sur les risques de la sécurité routière, sur la santé financière des ménages. Mais ce qui est encore plus problématique que l'augmentation de la taille, c'est l'augmentation du nombre de véhicules. Donc, la croissance de la motorisation est probablement le premier facteur sur lequel il faut s'attarder
mais l'augmentation de la taille des véhicules est effectivement très importante aussi. L'augmentation de la part des VUM, en fait, donc ce qu'on appelle les multisegments, complexifie grandement notre capacité à inverser la tendance. Parce que quand, mettons, si on veut mettre une taxe sur le stationnement sur les VUS, par exemple, on dit ces véhicules-là prennent plus de place, bien, pas nécessairement. On a des très, très petits VUS aujourd'hui. Donc, malgré que la taille des véhicules augmente globalement, on a ça aussi qui se fait. Donc, ça complexifie grandement les politiques publiques. Puis la dernière chose, il ne faut pas sous-estimer, même si c'est juste 4 cm de plus, ce 4 cm-là multiplié par des millions de véhicules, c'est ça qui a des grands effets sur nos réseaux et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Fait que j'espère que ça a été un petit peu informatif et on pourra répondre à des questions à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine et Brigitte. On a hâte de connaître les résultats finaux parce que c'est vraiment préoccupant puis on doit vraiment s'y attaquer collectivement. On pourra revenir sur ces éléments-là durant la période de questions à la fin du webinaire. D'ailleurs aussi, merci beaucoup pour ta présence, Catherine. Je sais que tu dois filer. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Puis Brigitte va rester avec nous pour répondre à la période des questions. Maintenant, on va passer au volet portant sur les motivations d'achat des camions légers. C'est Charlotte Dubuc qui va présenter les résultats des entrevues et des groupes de discussion tenus par le Centre de recherche Cyrano en collaboration avec HEC Montréal. La parole est à toi, Charlotte. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne? Je me réessaye. Toujours pas? Non? Les joies de Zoom. OK. Ah. OK. Andréane, tu le fais? Parfait. Donc, comme Marilyn l'a dit, je vais commencer par vous présenter l'analyse des motivations d'achat de camions légers au Canada. Puis c'est vraiment important de comprendre pourquoi les gens optent de plus en plus pour des VUS. Donc, en fait, de comprendre leur motivation d'achat. OK, parfait. Pour commencer, je vais faire un retour sur le webinaire numéro 1 qui présentait la recherche quantitative, donc les principaux constats qu'on a faits. Premièrement, il y a une probabilité d'achat de véhicules de VUS qui est plus forte que de berline, donc qui est à 4,74 %. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même alarmant. On voit que les propriétaires de VUS auront plus tendance à aller vers du financement de concessionnaires, alors que les propriétaires de berline vont plus faire de l'épargne personnelle. Maintenant, pour les achats de VUS, puis qu'est-ce qui explique ça, la hausse de ces voitures-là? Il y a premièrement le contexte personnel. Ici, je parle du lieu, du mode de vie, de où les gens viennent. Il y a l'environnement externe, tout ce qui influence l'achat, les normes sociales, les médias. Puis là, on constate que ce qui influence le plus les gens, puis la source d'information primaire des consommateurs, ça va être les concessionnaires. Ensuite, c'est quoi les attributs de produits que les gens trouvent le plus important? C'est la sécurité. La sécurité en termes d'impact, puis la sécurité avec les conditions hivernales, les conditions difficiles routières qu'on a. Là, on sait au Canada, ça peut être un petit peu rock'n'roll des fois. Puis, bien évidemment, le prix. Ensuite, le dernier aspect qui va influencer l'achat du VUS, c'est les aspects psychologiques personnels. Là, par exemple, les valeurs individualistes, là, ici, l'ambition, le pouvoir social, l'influence, plus elles sont élevées, plus la personne va avoir de grandes chances d'acheter un VUS. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme constat. Puis, on remarque aussi que plus l'identité environnementale est élevée, moins la personne va avoir de chances d'acheter un VUS. Donc ça résume pas mal les constats qu'on a faits avec la recherche quantitative. Maintenant, pour la recherche qualitative que je vous présente aujourd'hui, on a fait des entrevues puis des groupes de discussion. Les entrevues, on les a fait à partir d'un bassin de 569 personnes. Donc ça, c'est des personnes qui ont répondu au sondage puis qui nous ont dit qu'ils voudraient bien participer à la prochaine étape. Puis à travers toutes ces personnes-là, 20 personnes ont été retenues. Ça a donné en moyenne 87 minutes de temps par entrevue, puis 112 pages de transcription d'entrevue, donc quand même. Puis le but, c'était vraiment d'approfondir les résultats qu'on a eus dans la recherche quantitative. Ces 20 personnes-là, ils ont été sélectionnées grâce à une analyse de grappe. On voulait s'assurer d'avoir assez de diversité de véhicules, de valeurs, de régions, donc de provinces au Canada. Maintenant, pour les groupes de discussion, on en a eu 5.
Il y avait 2 ou 3 participants par groupe. Ça a duré 77 minutes en moyenne. Puis on voulait vraiment évaluer les réactions de différents types de publicité des consommateurs. Puis ces personnes-là ont été sélectionnées dans le bassin des 20 personnes avec qui on a fait des entrevues. Puis on a vraiment choisi les gens qui étaient le plus à l'aise à parler. Puis on les a combinés selon des différentes opinions pour stimuler les conversations. Maintenant, pour le déroulement, dans les entrevues, comme dans les groupes de discussion, il y avait 3 étapes principales. Les entrevues, on avait un guide d'entretien qui était semi-structuré. La première partie, on voulait briser la glace, apprendre à connaître la personne, rendre la personne à l'aise. Ensuite, on allait approfondir un peu leur compréhension et leur perception des véhicules. Donc, on leur demandait c'est quoi l'image qu'ils ont du VUS, c'est quoi les considérations qu'ils ont prises avant d'acheter leur véhicule, est-ce qu'ils aiment conduire, donc toutes sortes de questions comme ça. Puis ensuite, on a utilisé des techniques projectives pour aller poser des questions un petit peu plus sensibles, par exemple, sur le statut social du véhicule. Donc, on posait des questions comme ça. Ensuite, pour les groupes de discussion, on a commencé par leur poser des questions sur les publicités de VUS en général, puis on ne leur montrait pas de publicité. Là, on voulait vraiment savoir c'est quoi qu'ils retenaient, puis c'était quoi les souvenirs qu'ils avaient des publicités qu'ils ont vues. Puis ensuite, on leur montrait des publicités 30 secondes, on l'enlevait, puis on leur demandait leur opinion, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Puis finalement, dans la dernière partie, on leur a montré toutes sortes de publicités, puis on en discutait. OK, donc pour les entrevues, maintenant, les faits saillants, on a eu beaucoup de constats. Je vais vous en présenter 2 principalement aujourd'hui. Premièrement, comprendre le phénomène VUS. Il y a des gens qui adorent le VUS, il y a des gens qui détestent le VUS. Pourquoi? Puis ensuite, je vais vous présenter le processus décisionnel, donc les étapes à travers lesquelles les consommateurs passent quand ils achètent un véhicule. Alors, comprendre le phénomène VUS. Les pro-VUS, les gens qui ont un VUS sont convaincus que leur véhicule est supérieur que les autres types de véhicules. Pour eux, ça répond à tous leurs besoins, puis ça pourrait juste pas être une voiture plus parfaite. Là, par exemple, Lise, on lui a demandé c'est quoi un argument qu'elle pourrait dire pour décourager quelqu'un d'acheter un VUS, puis elle nous a dit je peux pas penser à quelque chose de négatif que je pourrais dire à propos d'un VUS, vraiment. Fait qu'elle est vraiment, vraiment convaincue. Maintenant, pour les anti-VUS, ils nous disent que ce type de véhicule-là consomme beaucoup. Il y a beaucoup le terme « gas guzzling monster » qui sort quand on parle aux anglophones, donc ça, c'est quand même cocasse. Ils vont nous dire que leur grosseur est inutile pour les activités tous les jours, que leurs coûts sont trop élevés, puis qu'ils procurent un faux sentiment de sécurité. Brigitte, quand elle nous a parlé des VUS, elle nous a dit que c'est une image d'excès, c'est exagéré, puis qu'un automobiliste moyen qui fait probablement que se rendre au travail, aller chercher les enfants, en a pas besoin. Maintenant, il y a quand même des points positifs par rapport aux VUS qui ont été soulevés par les pro-VUS comme par ceux qui n'aiment pas les VUS. Ils confèrent quand même qu'il y a certains avantages. Là, premièrement, il y a le côté pratique de l'espace. Là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose qui attire beaucoup de gens. Là, même Brigitte, qui déteste les VUS, elle en a un parce qu'elle a besoin de l'espace pour mettre sa marchette. Maintenant, il y a la sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sorti à chaque fois. C'est extrêmement important. Les gens nous disent qu'ils aiment le VUS parce que ça leur permet d'avoir un sentiment de présence sur la route, de robustesse, de stabilité. Puis ça, c'est dû, bien sûr, à la taille élevée puis à la grosseur du VUS. Donc, ils ont l'impression d'avoir plus de présence, plus de stabilité, plus de sécurité. Donc, ils sentent qu'ils ont un sentiment de protection plus élevé. Puis, ça, c'est en termes d'accident, mais c'est aussi en termes de climat. Donc, ça revient à chaque entrevue. Les gens nous disent que les VUS, vu qu'ils sont plus élevés, ils se coincent moins dans la neige, puis ils se sentent beaucoup plus en sécurité d'avoir ce type de véhicule-là. Maintenant, il y a le confort, la hauteur du véhicule qui leur permet d'avoir une meilleure visibilité, l'espace est plus confortable, puis les éléments technologiques. Ce qu'on retient là, de tout ce qu'on a vu, de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a un phénomène de contrôle. C'est intéressant parce que les gens vont aller acheter une voiture plus grosse pour prendre le contrôle sur leur sécurité sur la route. Donc, on voit vraiment que c'est important pour eux d'avoir le contrôle sur leur sécurité. Puis aussi, le phénomène de la normalité, là, comme Catherine l'a dit tantôt, les véhicules sont de plus en plus gros. Puis ça change, là, par exemple, le véhicule normal, il y a 10 ans, par exemple, c'est plus le véhicule, c'est plus la même taille qu'aujourd'hui qui est considéré comme normal. Là, même dans les régions rurales, par exemple, le VUS n'est même pas considéré comme un gros véhicule parce que leur base de comparaison, c'est le pick-up.
Donc, ça, c'est pas mal ce qui résume le phénomène VUS. Pour le processus décisionnel, les consommateurs vont passer à travers 4 étapes principales pour choisir leur véhicule. Premièrement, ils vont faire un filtre des choix qui leur sont offerts. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont sacrifier l'efficience énergétique pour des choses qui sont plus importantes pour eux. Là, je parle de la sécurité, de l'aspect physique du véhicule, du confort. Puis là, par exemple, Alex, à qui on a parlé, nous a dit « Oui, peut-être que ça va me coûter 1 ou 2 $ de plus quand j'utilise ma voiture, mais au moins, si je suis dans un accident, je ne deviendrai pas paraplégique. » Donc, ça, c'est vraiment des arguments qui ressortent beaucoup. Ensuite, ils vont faire une recherche d'informations. Ce qu'on a découvert, c'est que même si dans la recherche quantitative, le concessionnaire était la source d'information la plus importante, dans le fond, les gens n'ont pas tant confiance envers les concessionnaires. Ils les perçoivent comme des vendeurs. Donc, ça, c'est quelque chose que la recherche qualitative amène, donc une certaine profondeur dans les résultats. Ensuite, ils vont faire une analyse puis une compréhension de l'aspect financier de l'achat d'un véhicule. Ce que les gens nous disent, c'est que d'acheter une voiture avec un financement, ça permet d'avoir une gratification immédiate. Ça, c'est assez logique là, parce que si tu n'as pas besoin d'économiser pour t'acheter une voiture, puis que tu peux juste l'avoir tout de suite comme ça avec du financement, c'est sûr que c'est gratifiant tout de suite. Puis, finalement, la dernière étape, c'est l'influence du gouvernement grâce aux instruments fiscaux. Là, je parle des taxes, des incitatifs, puis des infrastructures qu'il y a pour les voitures électriques. Par exemple, Sarah, qui voulait s'acheter une voiture électrique, elle nous a dit qu'il n'y avait pas assez de bornes autour de chez elle, puis que ça la stressait, donc elle a laissé tomber le plan. OK, donc maintenant, une question. Quand vous pensez à une publicité de VUS, c'est quoi le premier thème qui vous vient en tête parmi ceux qui sont à l'écran? OK. Alors, aventure et exploration, mais vous avez toutes donné des bonnes réponses. En fait, là, c'est les quatre thèmes qui sont les plus présents dans les publicités de voitures. Donc, c'est les thèmes qui permettent aux concessionnaires, aux manufacturiers de vendre le plus de voitures. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, je vous montre une publicité qui est assez représentative de ce qu'on trouve dans les journaux, dans les magazines. Puis c'est une publicité qu'on a montrée pendant les groupes de discussion. Là, on voit par exemple le terme, les paiements par semaine, le taux d'intérêt, le terme du financement. Donc, c'est vraiment des éléments qui ressortent beaucoup. Maintenant, je vous parle des groupes de discussion. C'est quoi les principaux éléments qui ont été soulevés par les consommateurs? Ce qu'ils trouvent en général, c'est qu'il y a un manque de transparence dans les publicités. Donc, ça, c'est tous les arguments que je vais vous présenter, c'est ça, c'est le manque de transparence. Ils nous disent qu'ils trouvent, par exemple, que dans les publicités, le modèle qui est affiché, c'est même pas un vrai modèle, c'est un modèle de base sans tapis, sans rien. Donc, ça porte à la confusion, puis c'est quand même mensonger, c'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disent aussi que le fait que les paiements soient par semaine, ce ne soit pas par mois ou par année, ça porte à confusion, puis on ne se rend plus trop compte de l'argent qu'on met réellement dans le véhicule. Dans beaucoup de publicités, les versements sont hebdomadaires. Ils nous disent aussi qu'il y a une nature problématique de l'étalement des paiements sur des vraiment longues périodes, là, par exemple 196 semaines de paiement hebdomadaire. Puis, ils nous disent que les petits caractères, là, si je reviens à la slide d'avant, merci. Juste en bas, là, les petits caractères, c'est comme ça dans pas mal toutes les publicités. Donc, ça, ils nous disent qu'ils trouvent que c'est vraiment mensonger, on ne peut pas bien lire, puis ça les porte à la confusion aussi. Finalement, il y a le prix total puis le taux d'intérêt qui trouve qui manque de transparence. Le prix total, c'est surprenant, mais il est affiché dans moins de 50% des publicités. Puis le taux d'intérêt avantageux, il se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça s'applique à moi, puis ça les porte à confusion aussi. Maintenant, qu'est-ce que les consommateurs aimeraient voir réellement dans leur publicité? On leur a présenté 3 publicités identiques, mais avec des messages différents. La première publicité avec le coût d'exploitation, donc le coût d'utilisation de la voiture par kilomètre. La deuxième avec les modalités de financement. Puis la troisième avec l'efficacité énergétique, donc la cote de consommation.
Puis en fait, la majorité des répondants nous ont dit que la cote de consommation, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'ils trouvaient intéressant à voir dans les publicités quand on leur a demandé, par exemple, s'ils trouvaient ça intéressant, puis on leur a dit que c'était obligatoire en Angleterre. Ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas vraiment. Donc, pourquoi? Premièrement, il y a un manque de confiance envers les concessionnaires, le gouvernement, puis les manufacturiers. Ils nous sortent souvent l'exemple de Volkswagen. Donc, on voit qu'ils manquent beaucoup de confiance puis qu'ils trouvent, dans le fond, que cette cote de consommation-là, elle est pas vraiment pertinente à cause de ça. Ils nous disent aussi que, en fait, la cote de consommation, ce n'est pas nécessairement nécessaire au Canada parce que par rapport à en Europe, nos villes sont moins peuplées, on a un climat difficile, l'essence est moins chère. Donc, ils sortent toutes sortes d'arguments pour dire, en fait, que ça ne sert à rien au Canada. Puis, ils vont nous dire aussi que la cote de consommation, c'est personnel, que ça ne s'applique pas à tout le monde, puis ça dépend du type de conduite qu'on va avoir. Donc, si on conduit vite, la cote ne sera pas la même que si on conduit lentement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme constat qu'on a fait. Puis, ce n'est pas si étonnant, en fait, parce que pendant les entrevues, on leur demandait comment ils mesurent leur l'efficience énergétique de leur voiture. Puis, ils nous ont dit qu'ils mesuraient, en fait, la majorité des gens mesurent l'efficience énergétique de leur voiture en regardant combien que ça coûte quand ils remplissent leur tank, plutôt que de regarder c'est quoi l'utilisation de consommation d'essence de leur voiture. Alors, maintenant, c'est quoi les messages qu'on va pouvoir utiliser pour contrer la tendance? Le premier message qui va rendre les VUS moins attirants, c'est la compétence de conduite. Alors, la façon dont on se voit, ça va affecter qu'est-ce qu'on choisit puis comment on agit. Puis, les conducteurs de VUS, ils trouvent quand même qu'ils sont des bons conducteurs, mais pendant les entrevues, on a réalisé en fait que certaines personnes disent que les gens achètent des VUS parce qu'ils ne sont pas si bons, puis d'avoir un gros véhicule comme ça leur permet d'avoir un sentiment de confiance, puis un sentiment de sécurité quand ils conduisent. Donc, le but, ça serait de remettre en question la compétence de conduite des conducteurs de VUS, puis donc de rendre, en fait, le VUS moins attirant. Le deuxième message, ça va être les normes sociales. Le but, dans le fond, ça serait que la norme, ce ne soit plus le VUS, ce ne soit plus le pick-up ou une grosse voiture. La norme, ce soit un véhicule efficient énergétiquement parlant. Donc, ça serait vraiment de changer la perception puis la norme sur le marché. Puis, le dernier message, c'est l'héritage des générations futures. Dans le fond, le but, ça serait de montrer aux gens que vu que quand on achète une voiture, on va vraiment beaucoup influencer le type de voiture que nos enfants vont acheter. Donc, on voit qu'il y a une grosse connexion. Par exemple, si moi, j'ai été élevée, j'ai toujours eu des camionnettes, je vais avoir plus tendance à vouloir m'acheter une camionnette après. Donc, de dire aux gens, si vous achetez des VUS, non seulement vous avez un impact maintenant sur l'environnement, mais vous allez aussi avoir un impact à long terme. Puis, il faut qu'ils soient conscients que ils laissent un certain héritage mauvais à leurs enfants maintenant et plus tard. Donc, ça conclut la présentation. Puis, je suis contente de répondre à des questions à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. On voit qu'on a du pain sur la planche pour transformer certaines perceptions et faire valoir certaines de nos préoccupations. Et là, ça nous mène au troisième et dernier volet de notre webinaire. On va parler de politique publique, plus précisément, qu'est-ce que nos gouvernants pourraient faire pour ralentir et freiner la hausse des camions légers? Quelles sont les lacunes actuelles? Vous pouvez voir peut-être juste changer la diapo, s'il vous plaît. Donc, ceux qui ont contribué au volet de cette étude-là. Et je vous rappelle aussi qu'on va avoir une période de questions après et on prend les questions dans le QR ou le Q&A. Donc, voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une dernière petite question pour vous. Donc, s'il y a un référendum demain matin, parmi ces mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour quelle voteriez-vous? Une taxe sur le carbone plus élevée, un bonus-malus sur les véhicules personnels, une réforme du cadre réglementaire de la publicité ou des campagnes d'information sur l'impact des gros véhicules? Je vous laisse quelques temps pour y répondre.
Eh bien, la majorité a répondu un bonus, malus ou redevance remise sur les véhicules personnels. En fait, personnellement, moi, j'opterais pour une combinaison de tout ça, mais je vais laisser ma collègue Andriane Brazo, analyste en mobilité chez Équiterre, nous en dire davantage. À toi la parole, Andriane. Merci beaucoup, Marilyn. D'ailleurs, très bon choix. Moi aussi, j'opterais pour un mélange des quatre. J'ai un faible pour la redevance remise, par contre, mais je vais vous en parler plus tard, là. Donc, on peut commencer par retourner à la question centrale qui nous préoccupe chez Équiterre. Donc, c'est l'augmentation des émissions de GES du secteur des transports au Canada. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que c'est voué à toujours augmenter, sachant que la taille des véhicules et que la taille du parc automobile grandissent continuellement? Il y a certainement de l'espoir. Par contre, c'est sûr que les chiffres ne sont pas très rassurants là, pour le Canada. Donc, je commence tout de suite avec... Est-ce que tu pourrais juste changer la slide, s'il te plaît? Avec donc l'empreinte et le poids des véhicules qui sont vraiment majeurs au Canada, ça nous fait toute une réputation à l'international. Vous voyez à quel point on est des champions là, à ces niveaux-là. Tu peux revenir à la slide précédente. Donc, on est parmi les premiers au monde en termes de consommation d'essence par véhicule, d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru, au niveau de la taille et du poids des véhicules aussi, puis de l'empreinte générale des véhicules. C'est bien entendu en raison de la fameuse transformation du parc automobile qu'on observe depuis les dernières années et dont on vous a parlé abondamment. En rappel, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Donc, il y a bien sûr le prix de l'essence qui est trop bas pour avoir une influence sur le type de véhicule que les gens se procurent. Les modalités de financement attrayantes qui sont offertes évidemment dans les publicités, mais aussi dans la réalité sur le terrain, dans les concessionnaires. La faible sensibilisation du public aux coûts sociétaux là, qui sont associés aux véhicules énergivores. Mais selon moi, là, après la publication de notre rapport, on va être en train de renverser la tendance pour de vrai. Après ça, on a les caractéristiques qu'offrent les gros véhicules et qui plaisent aux consommateurs, consommatrices. Je pense que l'exemple donné par Charlotte par rapport à la dame là, qui a besoin de l'espace, c'est un très bon exemple de ça. Puis, les effets de la réglementation sur les émissions de GES des véhicules légers sont une autre là, de ces raisons-là. En fait, cette réglementation-là, elle est très importante parce qu'elle est nécessaire pour réduire les émissions de GES. Par contre, en ce moment, elle a des effets pervers majeurs qui pourraient être rectifiés là, pour vraiment qu'on travaille plus efficacement à l'atteinte de nos cibles, là. Donc, cette réglementation-là a été adoptée en 2010, puis elle s'est arrimée à celle des États-Unis en 2012. Elle avait des buts très louables au départ, là, donc c'était d'améliorer la surveillance des émissions de GES et c'était aussi d'encourager le recours à des technologies plus vertes et plus propres. C'est aussi en ce moment le seul règlement en place là, pour atteindre les objectifs de réduction de GES du secteur du transport léger, en fait. Si on va plus loin, je veux rappeler que le Canada et le Québec ont des engagements climatiques importants. Le Canada a d'ailleurs annoncé une nouvelle cible pour 2030 dans les dernières semaines. Puis, ben, il annonce clairement qu'il vise la carboneutralité pour 2050. Par contre, comme on l'a déjà mentionné, on le sait, les camions légers annulent carrément là, les réductions de GES et les gains d'efficacité énergétique qui sont faits là, actuellement. On peut continuer. Merci. Donc, le règlement sur les émissions de GES des véhicules légers est assez complexe, mais je vais essayer de vous le vulgariser. En fait, la réglementation est basée sur l'empreinte moyenne des véhicules et non pas sur le poids. Ce que ça fait, donc, c'est que les normes sont établies, sont moins contraignantes pour les plus gros véhicules, donc ceux qui ont une empreinte plus importante. Puis parallèlement à l'augmentation de la fabrication des gros véhicules, on a aussi la limite d'émissions de CO2 globale permise qui augmente aussi. Donc, c'est ce qui fait là, que ça devient moins contraignant pour les constructeurs de faire ces véhicules qui sont plus grands et plus polluants. Il y a donc en fait un lien direct avec la hausse des camions légers. Ça a quand même plusieurs impacts, là. Donc, on constate d'abord que les normes applicables autorisent environ 1/3 d'émissions supplémentaires en raison des failles de cette réglementation-là et qui favorisent la construction de camions légers, donc. Puis ça s'explique aussi là, parce que le potentiel d'innovation est réduit. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Puis finalement, là, on a les gains d'efficacité énergétique qu'on aurait pu faire qui sont annulés, là, comme je l'ai mentionné. Le graphique à droite est particulièrement intéressant parce que ce qu'il nous dit, en fait, c'est que l'efficacité énergétique des camions légers
en 2025 va équivaloir à celle des voitures en 2018. Donc, l'impact est quand même extrêmement réel. Pardon. Pardon. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin là, de réformer cette réglementation-là pour assurer qu'elle couvre bien l'ensemble du secteur des véhicules légers. Rapidement, donc, on a développé des recommandations pour répondre à cette problématique-là. Donc, les manufacturiers, donc, on le sait, ont réorienté leur production vers des plus gros véhicules. Donc, les failles sont présentées à l'écran. Ce qu'on suggère, en fait, pour renverser la tendance, c'est d'abord d'augmenter la rigueur des normes d'émissions, puis d'établir une limite globale qui est une limite globale d'émissions et non pas moyenne, de façon à ce que, même si un véhicule est grand, ça ne va pas le favoriser. Puis cette limite va être appliquée à tous les constructeurs, peu importe la taille et le poids des véhicules vendus. Donc, en gros, il va aussi falloir limiter la souplesse entourant les crédits de conformité. C'est bien sûr là, directement lié avec les éléments que je viens de mentionner. Puis, en dernier, donc, il y a la question des crédits hors cycle de vie là, au niveau des émissions. Donc, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est qu'en ce moment, on accorde aux constructeurs des crédits, même si les crédits, même si les éléments qui sont améliorés sur les véhicules ne touchent pas directement à la réduction des émissions de GES là, issues de la consommation de carburant, par exemple. On peut prendre, par exemple, l'amélioration énergétique de l'air climatisé des voitures, par exemple, pour lesquelles on va accorder des points, alors que ce n'est pas nécessairement là où il faudrait mettre l'accent, puis ce n'est pas le cœur du problème. Là. Donc, pour terminer, je conclue avec les solutions complémentaires parce que oui, il y a cette réglementation phare-là qui est cruciale, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses qu'on peut faire collectivement là, pour réduire les émissions de GES des véhicules légers et bien sûr, là, essayer de faire changer la tendance de la part des consommateurs et consommatrices. Donc, vous connaissez probablement quelques-unes de ces solutions-là. Je vais faire un petit tour rapide. Là. Bien sûr, il y a la tarification carbone qui est accrue. Qui devrait être accrue, en fait, elle constitue là, une application directe du principe pollueur-payeur, puis ça se reflèterait dans le prix de l'essence plus élevé à la pompe. En ce moment, elle n'est pas assez dissuasive là, pour ralentir la tendance. Ensuite, on a la redevance remise, qui est une super proposition parce qu'elle va directement toucher au portefeuille des gens, puis ça permet de libérer beaucoup de fonds pour accélérer la transition écologique. Là. Par exemple, en ce moment, le gouvernement offre plusieurs centaines de millions, si ce n'est pas des milliards, en subvention pour les véhicules zéro émission. Pourtant, on pourrait ajouter une taxe là, qui permettrait au système de s'autofinancer, alors elle n'aurait pas nécessairement à être majeure pour avoir un impact important sur les finances publiques, là, puis pour vraiment jouer le rôle d'incitatif qu'elle est supposée jouer. Ensuite, on a les programmes de mise au rencard, donc qui sont de plus en plus répandus à travers le monde. Là. Dans le fond, ce système-là, c'est une subvention à l'achat d'un véhicule éco-énergétique quand on va en retirer un autre plus polluant de la route. Donc, ça se voit aussi avec les vélos en France. Par exemple, on peut avoir une subvention à l'achat d'un vélo électrique en échange de retirer un vélo de la route, un véhicule polluant de la route, pardon. Donc, c'est un système qui est super intéressant, encore une fois, pour inciter au bon comportement, au comportement plus durable, en fait. Puis, je termine avec deux autres éléments. Donc, il y a bien sûr la réforme des pratiques publicitaires pour envoyer le bon message à la population. On veut que ce qui nous est montré et ce qui nous est offert dans la société soit cohérent avec la direction annoncée des gouvernements. Et puis, finalement, il y a les campagnes d'information citoyenne. Donc, toujours dans la même optique, là, il faut accompagner le changement et donc, ça doit passer par une information, une plus grande sensibilisation de la population sur certains enjeux qui nuisent à l'atteinte de nos cibles climatiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. Bon, il y a tout plein d'informations intéressantes. Donc, il manque seulement le passage à l'action de nos gouvernements, puis surtout que les succès de certaines mesures sont largement reconnus dans d'autres pays.
Donc, maintenant, on va passer à la période de discussion. Mais juste avant, je veux remercier Julie-Christine Denoncourt, Damaris, qu'on ne voit pas, mais qui ont travaillé très fort pour l'organisation du webinaire, mais aussi présentement à la régie. Donc, elles ont rassemblé les questions pendant le webinaire, puis Ingrid et Verena du Cyrano et HEC Montréal, nos collaboratrices, sont aussi avec nous pour les échanges. Et donc, on va commencer ce bloc. Donc, première question, peut-être plus pour Polytechnique. Donc, savez-vous quel type de quel type de véhicules sont construits au Canada et est-ce que ce sont majoritairement des VUS? Donc, les véhicules qui sont construits au Canada sont principalement construits en Ontario. On retrouve autant des voitures que des camions légers, mais parmi les véhicules les plus vendus, la marque Honda, entre autres, donc le Honda CR-V et le Honda Civic, ce sont des véhicules que nous produisons au Canada. Donc, la plupart des meilleurs vendeurs sont aussi des véhicules produits au Canada, ce qui, des fois, réduit l'incitatif peut-être de certains gouvernements à entreprendre des mesures envers l'industrie. Puis, pour ceux qui ont assisté au premier webinaire, en fait, l'industrie automobile est une industrie qui est extrêmement pesante, autant au niveau de nos exportations qu'au niveau de l'emploi. Ce qui fait que c'est un secteur qui influence nos taux d'intérêt, qui influence l'inflation, qui influence plus généralement tout le secteur de la production autour. Donc, si on peut penser au secteur de la minerie, tout le caoutchouc et tout ça, donc ce sont tous des intrants. Il est fortement lié maintenant au secteur bancaire. Donc, quand l'industrie automobile ne va pas bien, l'économie en général, ne va pas bien non plus. Parfait. Merci, Brigitte. Maintenant, une question peut-être qui s'adresse plus en lien avec la publicité automobile, donc à Andréane. Un parallèle entre le comportement des fabricants automobiles et celui de l'industrie du tabac. Donc, est-il pertinent de s'y référer? Pourrait-on songer à se regrouper pour porter plainte contre les fabricants? Ben, d'abord, oui, c'est extrêmement pertinent comme comparaison parce que ce qu'on a constaté, c'est que en fait, avec le tabac, on a réalisé collectivement qu'on avait un enjeu de santé publique auquel il fallait s'attaquer. Et donc, étant donné que ce n'était pas cohérent avec ce qu'on voulait promouvoir dans la société, on a réglementé la publicité, par exemple. Donc, en fait, c'est exactement le même principe avec la hausse des camions légers. En plus d'avoir des impacts là, vraiment dans tout plein de secteurs. Je pense que donc, le parallèle est excellent. Ensuite, se mobiliser, c'est toujours l'occasion de le faire, c'est toujours encouragé. Puis justement, en fait, là, je vous invite à m'écrire. En fait, là, on va mettre une adresse pour nous écrire après le webinaire. Puis, je pourrais vous mettre... en fait, il y a des choses qui sont en branle à ce niveau-là, donc ça va me faire plaisir à toutes les personnes intéressées par cette question qui veulent se mobiliser contre la publicité des véhicules énergivores. Ça va me faire plaisir de vous mettre en relation avec ceux qui travaillent sur cette question. Si on poursuit dans tout ce qui est les politiques publiques, pourrait-on appliquer le système de redevance remise même aux véhicules électriques basé sur la taille et le poids des véhicules? Ça permettrait de contrebalancer l'augmentation de la taille des véhicules électriques aussi. C'est une excellente proposition. Et après ça, peut-être que d'autres intervenantes auront des commentaires. C'est sûr qu'ultimement, on ne voudrait pas qu'en 2075, les véhicules légers dans notre parc automobile soient tous des pick-up électriques. Par contre, je pense qu'il faut le voir comme un combat à la fois peut-être. Puis, je dirais qu'étant donné là, qu'en ce moment, le problème, c'est beaucoup là, la hausse des émissions de GES. Il y aurait peut-être d'autres mécanismes à explorer là, pour la question des gros véhicules électriques. Pourrait peut-être avoir des subventions moins élevées. Il y a plusieurs avenues là, qui peuvent être explorées, je pense, pour cette question-là. Est-ce que Brigitte ou Catherine auraient quelque chose à ajouter? Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Là. En fait, l'autre aspect, peut-être, moi, je pense si on veut réduire les gros véhicules, plus les véhicules sont gros, plus ils sont dispendieux, puis plus on autorise en fait l'étalement des paiements sur de très, très longues périodes sur le marché, plus les gens sont incités. Puis ça, il y a vraiment des rapports en fait, du gouvernement du Canada qui indiquent que c'est une tendance à la hausse qui est préoccupante. Là. Si on permet aux gens d'étaler leurs paiements, bien, ils achètent plus gros. Donc, si on réglemente aussi la durée des paiements, ça peut directement influencer tout l'achat des gros véhicules.
Merci Brigitte. Peut-être une question qui s'adresse encore à toi. Les normes applicables aux camions légers s'appliquent-elles aux petits VUS comme les VUM multisegments? Effectivement. Donc, il y a des gens aussi dans le chat, ça va permettre de répondre à plusieurs questions. Donc, les normes CAF aux États-Unis qu'on appelle, c'est des normes qui ont été mises en place dans les années, en fait, à la fin des années 70, qu'on était en pleine crise énergétique. Et ça visait à réduire, en fait, la consommation de carburant des véhicules. À cette époque-là, on a distingué, c'est là, à partir de cette époque-là, qu'on s'est mis à distinguer les voitures des camions. Et on a mis des cibles, en fait, de réduction qui étaient plus légères pour les camions et aussi pour les gros véhicules. Donc, il y a deux choses, là. On a les voitures et les camions légers. Les camions légers sont toujours sujets à des normes moins sévères. Puis plus les véhicules sont gros, peu importe si c'est une voiture ou un camion, moins les normes sont sévères aussi. Donc, ces normes-là qui ont été mises en place dans les années 70 sont toujours en vigueur aujourd'hui. Les multisegments, qui sont beaucoup plus proches des caractéristiques des camions légers, sont pourtant classés parmi les camions, ce qui fait qu'ils sont sujets à des normes moins sévères. On peut se demander aujourd'hui si cette distinction-là est encore importante. À la fin des années 70, les camions légers étaient encore principalement utilisés par les entreprises. Donc, c'était une façon un peu d'atténuer l'impact financier sur ces entreprises-là. L'autre aspect aussi, c'est qu'on avait peur qu'une trop forte amélioration de l'efficacité énergétique réduirait trop le poids des véhicules et amènerait des enjeux de sécurité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, on a un effet rebond. Donc, les véhicules sont devenus, ces vieux camions légers-là qui étaient très efficaces, sont rendus très efficaces sur le marché, puis on a réinvesti notre capacité pour les rendre plus performants et plus lourds. Donc, c'est ça, c'est l'effet rebond d'un point de vue énergétique qu'on a. Si on voulait vraiment peut-être amener le marché pour qu'il y ait moins de biais, moins d'incitatifs à construire ce genre de véhicules-là, probablement qu'on devrait uniformiser les règles, surtout que maintenant, on a des véhicules comme les multisegments, que c'est des entre-deux, qui sont des inclassables. Donc, il faut vraiment changer en fait notre catégorie et notre façon de voir la réglementation pour ne plus distinguer en fonction de camions et légers de voitures. Cette distinction-là ne devrait probablement plus exister aujourd'hui. Tu as répondu à plusieurs questions. Donc, elle avait sur justement l'uniformisation de la norme CAF pour imposer les mêmes objectifs de consommation par rapport aux VUS et aux berlines. Donc, je crois que ça fait le tour, à moins qu'il y ait eu d'autres questions tout récemment, le tour des questions. Il y en a beaucoup qui ont été répondues en cours de route. Voilà. Mais je vous remercie tout le monde. Merci pour votre présence, votre participation. Merci à nos panélistes qui ont été très généreuses de leur temps. On espère que ça vous a intéressé et que vous allez suivre aussi le dévoilement progressif de notre étude qui va bien entendu beaucoup plus en profondeur. Donc, l'enregistrement et la présentation vont vous être envoyés prochainement. Ça se trouve aussi sur notre site Internet d'Équiterre. On va poursuivre la réflexion sur la question, bien entendu, des gros véhicules, puis on va entamer dans les prochaines années des vastes campagnes de sensibilisation là, à ce sujet-là. Donc, sur ce, je vous remercie et passez une belle journée. Juste avant de terminer, je vois qu'il y a plein de questions qui se sont ajoutées dans le Q&A. Peut-être pour ceux qui veulent rester, si on peut y répondre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que je vais les poser? Attendez, je vais juste aller vérifier. Je peux peut-être en prendre une que je vois là, qui s'adresse peut-être à moi. Comme ça a été fait pour la cigarette, est-ce qu'on pourrait avoir l'ambition d'interdire la publicité des VUS et des camionnettes? Absolument. L'ambition est encouragée en matière de climat. Mais plus précisément, c'est certain que si on fait encore une fois le parallèle, l'interdiction de publicité, puis même la contre-publicité qui se fait maintenant, là, par exemple, avec des photos de maladies de poumons malades sur les boîtes, tout ça, c'est quand même venu très progressivement. Fait qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce qui soit accepté ici, ce soit ça, probablement. L'interdiction devra se faire tôt ou tard, là, parce qu'on sait que, par exemple, au Québec, en 2035, on n'aura plus de véhicules à essence. Donc, c'est illogique de continuer à en faire la promotion abondante jusqu'en 2034 et demi. Là. Donc, il va falloir revoir ces pratiques-là éventuellement, c'est certain. Sinon, bon, juste un petit commentaire. Lueur d'espoir, est-ce que les jeunes sont moins intéressés à posséder un véhicule
Peut-être Charlotte. Oui, je peux y répondre à celle-là. En fait, ce qu'on a constaté pendant les entrevues, c'est que les jeunes auront tendance à être attirés par le même type de véhicule que leurs parents ont. Donc, pas nécessairement, en fait, les jeunes qui ont des parents qui ont des VUS vont être intéressés par les VUS. Dans la majorité des cas, on a interviewé des gens qui étaient plus jeunes, qui avaient des VUS. Donc, ça dépend des valeurs, évidemment, mais beaucoup des préférences en véhicule vont être influencées directement par le choix des parents. Aussi, quel rôle les entreprises peuvent jouer pour réduire le nombre de VUS, par exemple, dans le changement de la norme sociale et des habitudes? Est-ce que vous avez des réponses? Je vais peut-être encore parler de publicité, mais c'est certain que si je regarde les résultats de notre étude, on n'avait aucun pratiquement véhicule électrique là, qui était promu. Donc, c'est sûr que de promouvoir les véhicules les plus éco-énergétiques et les plus petits aussi là, pour le mieux-être de la population est une piste envisageable. Mais je ne sais pas en fait si la question visait les entreprises automobiles ou tout type. Là. Avez-vous d'autres pistes peut-être, mes collègues? Donc, on va passer à la suivante. Quelle est la position des compagnies d'assurance sur le sujet? Nous pourrons peut-être partie prenante au changement. Je ne sais pas si Brigitte, tu veux répondre? Pour le moment, on n'a pas d'indication au niveau des assurances. En tout cas, dans les données que moi j'ai remarquées, on remarque même que le coût des assurances imposées sur les véhicules utilitaires serait plus faible que pour les voitures. C'est très léger, hein. La différence n'est pas très grande, mais quand même, l'écart serait plutôt négatif. Fait qu'il y a peut-être matière à réviser ça, mieux comprendre en fait la position des assurances. Évidemment, une assurance, c'est un marché qui vise à prémunir contre les risques. Donc, s'il y a moins d'accidents pour cette gamme-là, ben, les assurances sont moins élevées. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier autour de ça. On le sait que, par contre, quand on regarde en Colombie-Britannique, l'écart, en fait, dans le prix des assurances est tellement élevé là-bas parce que les couvertures d'assurance sont plus larges. Et donc, probablement que ça influence le coût global du véhicule puis que ça amène les gens à prendre des plus petits véhicules. Puis on voit que la Colombie-Britannique, c'est peut-être un des endroits au Canada où la tendance est légèrement à la baisse, ce qui est très rare en ce moment. Est-ce que tu veux poursuivre, Brigitte? On dit même problème aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des signes que l'administration Biden veut s'attaquer aux problèmes et aux autres, entre autres sur les normes des véhicules? Oui. Il faut comprendre que le Canada et les États-Unis, d'un point de vue économique, sont fortement liés. Dans les années 90, on estimait qu'un véhicule qui était produit au Canada traversait 3 fois la frontière. Donc, il y a vraiment autant l'industrie de la pièce que l'industrie de la manufacture finale des véhicules. Il y a énormément de liens entre les États-Unis et le Canada. Les normes sont toujours très intégrées. Les constructeurs militent fortement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des différences de production entre le Canada et les États-Unis au niveau des ventes aussi. Cette industrie-là dépend beaucoup des économies d'échelle. Plus la production est large, plus produire un véhicule coûte moins cher et donc plus ils sont compétitifs sur le marché. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui existe. Donc, les normes sont toujours fortement intégrées. Très, très récemment, dans les derniers mois, on a signé en fait le nouvel, tout le monde connaît l'ANENA, qui s'appelle maintenant le CUM. Donc, c'est des accords commerciaux qui vont encore plus permettre d'intégrer le marché, donc réduire les taxes d'importation dans ce secteur-là. Fait qu'on s'attend à ce qu'en fait, les liens soient encore plus tissés serrés. Donc, on ne pourra pas, ça va être très difficile d'aller de l'avant pour faire une réforme sans l'aval des États-Unis aussi. Parfait. Peut-être une dernière question. Il me semble que sur le plateau, le coût d'une vignette de stationnement est plus cher pour des VUS. Connaissez-vous d'autres exemples où on applique des politiques de stationnement différenciées? Peut-être qu'Andréane pourra rajouter des éléments, mais un des aspects qui est difficile, c'est que sur le marché, on a à la fois une augmentation de la taille globale des véhicules, ce qui inclut les camions légers, évidemment, au premier chef, mais aussi la taille des voitures qui est en très, très forte augmentation. La Honda Civic, c'est un des véhicules dont la taille est le plus augmentée. Puis en parallèle de ça, on a aussi l'apparition de très petits VUS qui sont nettement inférieurs à la taille de certaines voitures. Donc, mettre en place des politiques qui visent spécifiquement les VUS, ça devient extrêmement compliqué d'un point de vue de politique publique. Est-ce qu'on devrait plutôt s'attaquer plus généralement à la taille globale de tous les véhicules? Moi, je pense que oui, parce que sinon, il va toujours avoir des opposants en disant non, mais vous savez, il y a des modèles qui ne correspondent pas à ce que vous dites.
Donc, c'est vraiment très compliqué sur le point de vue des politiques publiques, mais je pense qu'il faut globalement plus aller vers une tendance de réduction du nombre de voitures par ménage et après ça, réduction globale de la taille, peu importe le type de véhicule. Bon, mais merci à vous toutes, mesdames. Merci à tous les participants. Restez à l'affût pour la sortie des derniers éléments de notre étude. Et désolée encore, j'avais oublié les questions. J'avais pas vu les dernières questions qui sont apparues pendant que j'étais en train de conclure, mais je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci.